Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Patrick Roger. Entre réforme de retraite et question d'énergie, plusieurs questions donc ce matin. Un point très pratique d'abord, où en sommes-nous sur le manque d'essence dans les stations et ce qui sort des raffineries? Alors d'abord, je veux rappeler les mesures que nous avons prises depuis 2 mois. Nous suivons heure par heure avec les professionnels l'évolution de la situation. Vous savez que nous libérons des stocks stratégiques pour soulager les stations-service. Nous demandons aux compagnies aériennes de faire leur plein dans les aéroports qui sont les mieux alimentés, voire à l'étranger, c'est encore plus simple, pour ne pas soustraire du stock là où nous sommes plus en tension. Nous levons les blocages des dépôts, parce que le sujet, c'est moins les raffineries que les dépôts. Les dépôts, et absolument. Les dépôts qui ont des stocks et qui les envoient par des gros tuyaux vers l'ensemble de la France. Et donc, le premier point à faire, c'est de libérer les blocages qui ne sont pas faits par des grévistes, mais qui sont faits par des gens à l'extérieur et qui empêchent l'accès à ces dépôts. Et effectivement, de manière très précautionneuse, nous réquisitionnons, ce sont des réquisitions de 3 à 4 personnes, pas plus, pour permettre, lorsqu'il y a des blocages à l'intérieur des dépôts, de libérer des stocks et de les envoyer vers les zones qui sont en souffrance. Donc là, il n'y a pas de risque de pénurie alors, parce qu'il y a des endroits, des départements où c'est quand même assez tendu, quoi. Oui, tout à fait. Alors, sur l'ensemble de la France, il n'y a pas de dégradation. Il y a même une très légère amélioration, mais je suis prudente. En revanche, il y a des régions qui souffrent plus. Je pense évidemment à l'Île-de-France, la région PACA, les Pays de Loire. Et nous suivons, donc continuons à suivre cette situation. Ça veut dire plus d'attente aux stations-service. C'est pas un manque d'essence, c'est des difficultés d'approvisionnement. Il ne va pas y avoir dans les jours qui viennent ce qui s'est produit au mois d'octobre. Nous y travaillons, ça c'est très clair. C'est-à-dire que vous voyez que depuis 2 mois, l'ensemble des mesures que nous avons prises n'ont pas créé de blocage. Mais moi encore, je veux vraiment dire aux Français qui attendent aux stations-service de longues minutes, que je suis à leur côté, je me réalise bien la difficulté. Je pense en particulier aux métiers de santé qui doivent faire leur tournée pour qui la voiture est indispensable. Et ils ont toujours une priorité dans certains départements. On essaye au maximum de faire des priorités quand les temps d'attente sont trop longs. Mais est-ce que vous avez un pourcentage des stations qui sont en difficulté? On parlait hier de 16%. Ce matin, la profession a annoncé 11%. Moi, mon dernier chiffre, mais il date d'hier, est de 15%, donc on refait le point dans 1 heure au niveau du ministère. Oui. Avant de parler d'énergie dans un instant, est-ce que vous sentez que vous allez devoir changer vos méthodes un peu et façon de travailler après la bataille des retraites, dans les discussions, la façon de mener les dossiers? Écoutez, moi j'ai passé 3 lois depuis le début de ce quinquennat, avec des majorités différentes. Et je veux dire, ici j'ai passé la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, la loi d'urgence pouvoir d'achat qui contenait un long volet sur l'énergie, la loi sur le nucléaire, et à chaque fois, ces lois ont été votées avec une large majorité. Oui, ça a été parfois difficile sur le nucléaire, où par exemple, il y a eu ce qui a été retoqué, c'est la fusion des 2 gendarmes, entre guillemets. Oui et non, parce qu'il y a une autre mesure, un autre article qui parle de cette fusion, donc c'est un peu plus équilibré que ce que vous le dites, mais a priori, ce que je veux dire, c'est que quand on travaille en amont, quand on va chercher effectivement qu'on travaille avec les responsables de texte, qu'on prend des amendements des oppositions qui sont, je dirais, cohérents avec la loi qu'on veut porter, on y arrive. Ces lois ont été votées à de très larges majorités. La loi sur le nucléaire, c'est 400 pour. La loi sur les énergies renouvelables, c'est également, par exemple, au Sénat, 320 pour, 5 contre. Donc on peut avoir de larges majorités. Parlons de ces énergies renouvelables et puis aussi de l'ensemble des énergies. Vous défendez beaucoup le nucléaire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en déplacement dans les Hautes-Alpes pour un plan très attendu sur l'eau. Le nucléaire et les centrales ne peuvent fonctionner qu'avec l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'inquiétude justement à ce propos? D'abord, on a réévalué le pourcentage d'eau consommée par les centrales. Il est plutôt du côté de 10%. Il y avait eu une surestimation dans les analyses précédentes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout lorsque vous construisez des réacteurs au bord de la mer, cette question de l'eau ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Et c'est pour ça
ça d'ailleurs que les 2 premières paires de réacteurs que nous envisageons de construire sont Donc en c'est bord votre de mer. réponse aux écologistes qui disent « Oh là là, attendez, c'est ridicule de construire des centrales nucléaires parce qu'il y a besoin d'eau pour les faire tourner et on aura des pénuries dans les années qui viennent. » En fait, nous y avons travaillé. C'est évidemment une bonne question, mais nous avons évidemment anticipé cette question. Dans le rapport de l'expert RTE, vous savez, qui a fait un grand rapport de 1000 pages sur nos futurs énergétiques en 2050, il y a un long chapitre sur l'impact de l'eau et du réchauffement climatique sur le fonctionnement de notre système électrique. Et sur le nucléaire, il met en évidence qu'on pourra être confronté à des difficultés, mais ponctuelles et qui représentent moins de 5% de notre production électrique. Donc ce point-là est très valide. Mais il y a des réponses, construire en bord de mer ou avoir des réacteurs qui sont en circuit fermé. Et c'est évidemment ces réponses que nous allons privilégier. Agnès Pannier-Runacher, il y a effectivement sur le nucléaire un dossier que vous avez défendu à Bruxelles cette semaine au niveau européen, c'est l'hydrogène renouvelable qui est issu de l'électricité d'origine nucléaire, justement. Alors il y avait toute une question et un débat pour savoir est-ce que c'était classé dans le renouvelable ou pas. Là j'ai vu qu'il y avait ce matin un accord a priori autour des énergies renouvelables et il pourrait être inclus alors cet hydrogène ? Alors, c'est un accord sur lequel un peu technique, bien sûr, nous attendons l'officialisation, mais de quoi il est question ? Il est question de dire que nous considérons que toute l'énergie qui n'émet pas du CO2 est bonne à prendre. C'est vrai pour le renouvelable, c'est vrai pour le nucléaire, et effectivement, nous avons négocié au niveau européen de reconnaître que l'énergie nucléaire ne pouvait pas être considérée comme de l'énergie fossile qui émet du CO2. Et donc de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie renouvelable, nucléaire, est tout à fait importante pour lutter contre le réchauffement climatique, ce qui n'était pas reconnu avant. Le nucléaire, c'est pas du renouvelable, attention, on va pas tout mélanger, mais l'énergie nucléaire, c'est beaucoup mieux que le fossile, et c'est ça que nous voulions reconnaître de manière claire par les instances européennes. Là, il y a une bataille quand même. L'Europe est un peu divisée en deux, quoi. Et les Allemands sont plutôt contre vous, les Allemands, les Autrichiens et quelques autres, quoi. Il y a au niveau européen effectivement une coalition de pays qui ont pris des positions très fortes sur le nucléaire. L'Autriche a inscrit dans sa constitution qu'on ne pouvait pas faire de nucléaire en Autriche, donc qui ont des réticences très fortes par rapport à cette énergie. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a remis les choses en place, c'est-à-dire que chaque pays choisit de produire comme il le souhaite. Si l'Autriche ne veut pas du nucléaire, c'est sa décision. En revanche, il ne faut pas empêcher les pays qui veulent produire sur base nucléaire de le faire. Et c'est ce que nous voulons obtenir de manière générique et répétée. Là, les négociations, vous avez le sentiment, sont vraiment difficiles avec les Allemands sur plusieurs points. On l'a vu autour des moteurs thermiques également, où ils ont également accroché la décision de préserver les carburants de synthèse au-delà de 2035. Alors, je crois qu'il faut préciser que le texte n'a pas été changé sur les carburants. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est plus un sujet de politique intérieure allemande où une des composantes de la coalition a voulu imposer... Économique, c'est toute l'industrie aussi automobile allemande, quoi, qui est derrière. Pas tout à fait, parce que l'industrie allemande, justement... mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'éclairer les choses. L'industrie allemande, une partie de cette industrie a demandé la fin du moteur thermique en 2035, et en particulier Volkswagen, parce qu'ils étaient prêts pour cette fin du moteur thermique. Et ce qui se joue à l'intérieur de l'Allemagne, c'est une opposition entre les Verts et le Parti libéral, qui sont dans la même coalition. Et le Parti libéral a souhaité marquer politiquement une sorte de victoire. Mais il est important que nos auditeurs entendent... Il y a toute l'industrie derrière aussi avec un réseau de PME. On ne peut pas le nier, en fait. Non, mais ce que je veux redire, c'est que des constructeurs ne sont pas sur cette ligne-là. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus... Pas tous les constructeurs, mais certains constructeurs. Beaucoup plus débattu. Et le constructeur principal en Europe, qui est un constructeur allemand, et qui est Volkswagen. Et le texte n'a pas été modifié. C'est une déclaration de la Commission européenne disant... Oui, c'est un sujet important et donc on va y travailler. Donc je le redis plus pour nos... Oui, bien sûr. Et nous, notre position, elle est très claire. C'est qu'il faut à la fois être ambitieux d'un point de vue énergétique, mais il faut accompagner les entreprises. Il faut accompagner tout le secteur automobile. Il faut faire en sorte que, et vous avez raison de le souligner, les PME ne se retrouvent pas à la rue parce qu'on prend des décisions climatiques non accompagnées. Donc ça doit s'inscrire dans le temps. Il doit avoir des aides et nous combattons pour ça. Et on doit permettre
permettre, vous savez que dans l'énergie, par exemple, il y a énormément de recrutement, de demandes de recrutement qui sont en train de se faire pour passer, pour accompagner les reconversions industrielles. Oui, puisqu'on parle de circulation de voitures, il y a le patron de Vinci Autoroute, là, hier, qui a déclaré au Sénat vouloir installer des panneaux solaires le long des infrastructures. Ça pourrait produire, je crois, l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires. Vous lui dites, OK, banco, allons-y ? C'est exactement ce que prévoit la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Cette loi facilite l'installation de panneaux photovoltaïques le long de ce qu'on appelle les délaissés routiers, c'est-à-dire effectivement toutes ces zones qui sont le long des routes, le long des autoroutes, donc on va et qui aujourd'hui des panneaux ne solaires. sont pas exploitées. Oui. Oui, je pense que c'est important de mettre des panneaux solaires là où on n'a pas d'usage agricole, là où c'est pas de la forêt, dans des endroits qui sont un petit peu dégradés, et parce que c'est plus d'énergie pour le pays. Et encore une fois, notre enjeu, c'est de produire le maximum d'énergie chez nous à un prix compétitif, et le renouvelable est compétitif. Quel est l'objectif du renouvelable ? Le renouvelable, c'est de permettre de produire plus d'électricité et plus de chaleur à un prix inférieur à celui du marché international. En pourcentage de notre production. Et en pourcentage de notre production, aujourd'hui, le renouvelable, c'est 19%. C'est très exactement le même chiffre que l'Allemagne. D'ailleurs, nous avons 19% de renouvelables dans notre mix énergétique. Et notre objectif, même que l'Allemagne. Je croyais qu'ils étaient un petit peu au-dessus. Mais pas du tout. Ça aussi, c'est une fake news. Pas du tout. Nous sommes, depuis 10 ans, exactement sur la même trajectoire. Mais le fait que nous faisons aussi du nucléaire fait que notre mix énergétique est beaucoup moins carboné que les Allemands. Il y a eu cet appel à la sobriété énergétique. Là, on arrive à la fin du mois de mars. Est-ce qu'on a réussi à faire des économies, à réduire notre consommation? Quel bilan vous tirez? Nous avons fait en 3 mois ce que nous n'avons pas été capables de faire en 30 ans. Nous avons réduit cet hiver notre consommation de gaz et d'électricité de plus de 10%. Merci, la douceur aussi des températures. Non, parce que c'est une réduction qui est corrigée des normales climatiques de la météo. Donc c'est moins 10% de vraie réduction, c'est pas moins 10% de meilleur temps. Et ça, c'est important de le souligner aussi, parce que ce n'est pas la météo qui a fait cette réduction. On est allé plus loin que la météo. Et nous allons continuer. Je lance à la demande du président de la République un temps 2 de ce plan sobriété. Je réunis l'ensemble des fédérations, secteur par secteur, pour faire en sorte que cette réduction, elle soit pérenne, qu'on la répète l'hiver prochain, mais aussi qu'on aborde l'été en faisant attention à la climatisation. Nous sommes engagés aujourd'hui dans un marathon pour baisser notre consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est meilleur pour la planète, mais c'est meilleur aussi pour le portefeuille des Français, et c'est plus de compétitivité pour les entreprises. Et ce que nous avons démontré cet hiver, c'est qu'on le fait sans diminuer l'activité économique, sans réduire la croissance, sans réduire la richesse que produit notre territoire. Ça, c'est essentiel. Un mot aussi, Agnès Pannier-Runacher, sur les chèques, les différents chèques. Il y a le chèque énergie, il va y en avoir un à partir d'avril, là, c'est ça. Et les chèques bois, fuel, etc., qui se terminent là demain, je crois, ou après-demain. Alors, moi, je vous annonce que nous allons prolonger le chèque bois jusqu'à la fin du mois de mai et le chèque fuel jusqu'à la fin du mois d'avril. Là où le chèque énergie est un chèque qui arrive automatiquement sur la base de la déclaration fiscale chez les Français, le chèque bois et le chèque fuel, il faut en faire la demande. Donc j'invite vraiment les millions de Français qui sont concernés, il y en a 2,6 millions d'un côté, 1,6 million de l'autre, à se manifester. Il y a un site qui, vous tapez sur votre moteur de recherche chèque énergie, et vous demandez ce chèque lorsque vous vous chauffez au fuel ou au bois. C'est important parce que ces aides, elles doivent arriver. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui vont continuer d'acheter du bois, du fuel, etc. dans les 2 mois qui viennent, c'est ça ? Parce que nous estimons que tous les Français aujourd'hui n'ont pas pu bénéficier, ceux qui y avaient droit n'ont pas pu bénéficier de ce chèque, et nous souhaitons qu'ils soient plus nombreux à en bénéficier. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de Français qui peuvent en bénéficier ? Oui, je vous l'ai dit, c'est 1,6 million pour le fuel et 2,6 millions pour le bois, donc c'est très important. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est prolongé puisque ça s'arrêtait normalement. Donc tapez dans votre moteur de recherche chèque énergie. Oui.
Ouais, chèque énergie. Il n'y a pas d'arnaque là quand on tape, parce que souvent, en fait, autour du secteur de l'énergie, vous savez qu'il y a de plus en plus d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques et j'invite aussi les Français à chaque fois à dénoncer ces arnaques. Lorsqu'on vous démarche par téléphone, lorsqu'on vous dit que le panneau photovoltaïque est à 1 euro ou gratuit, ou que ça n'existe pas, la rénovation thermique est gratuite, ça n'existe pas. Et lorsqu'on appelle de la part de l'État, en fait, aujourd'hui, l'État ne démarche pas les Français. Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Merci beaucoup.